Il y a des chiffres qu'on ne vous montre jamais dans les grands journaux. Pas parce qu'ils sont faux, précisément parce qu'ils sont vrais. 94 tonnes d'or produites en une seule année. 1,4 milliard de dollars de recettes qui restent au pays. Des mines rachetées par l'État avec ses propres fonds. Et des champs qui, pour la première fois depuis des générations, nourrissent ceux qui les cultivent. Ce pays, c'est le Burkina Faso. Et ce qu'il est en train de construire silencieusement devrait faire réfléchir tout le continent. Parce que pendant qu'on vous parlait de chaos, d'instabilité et de crise humanitaire, une autre histoire se déroulait en parallèle méthodique, concrète, documentée. Une histoire de souveraineté qui ne demande pas la permission. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant. Ce que vous allez entendre ne circule pas dans les circuits habituels. Et c'est exactement pour ça qu'il faut le faire vivre. En 2024, le Burkina Faso produisait environ 63 tonnes d'or. En 2025, ce chiffre grimpe à 94 tonnes. Un record national, absolu. Une hausse de plus de 30 tonnes en une seule année. Et cette explosion de production ne s'est pas évaporée dans les comptes offshore de multinationales. Elle a atterri dans la caisse de l'État burkinabé, sous forme de plus de 776 milliards de francs CFA de recettes minières, soit environ 1,4 milliard de dollars, en une seule année. Mais voilà où l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que produire de l'or ne change rien si la richesse qu'il génère continue de traverser les frontières sans laisser de traces. Le continent africain en sait quelque chose. Des décennies d'extraction, des décennies de royalties symboliques, des décennies à regarder des compagnies étrangères emporter des milliards pendant que les populations locales attendaient des écoles, des routes, de l'électricité. Ce schéma, le gouvernement de transition burkinabé a décidé de le briser méthodiquement, pas symboliquement. La première rupture, c'est législative. En juillet 2024, un nouveau code minier est promulgué. Il relève le seuil minimal de participation de l'État dans toute opération minière de 10% à 15%, avec la capacité juridique de monter jusqu'à 45%. Parallèlement, une entité étatique est créée pour gérer ce portefeuille. La Société de participation minière du Burkina, connue sous le nom de SOPAM. Ce n'est plus l'État qui regarde des étrangers exploiter ses ressources depuis les gradins. C'est l'État qui entre dans l'arène comme actionnaire, comme propriétaire, comme décideur. La deuxième rupture, c'est opérationnel. En juin 2025, 5 actifs miniers sont transférés à la SOPAM par décret du Conseil des ministres. Parmi eux, 2 mines industrielles en activité, Wagnion et Boungou, qui relevaient jusqu'alors du groupe Endeavour Mining. Ces 2 sites représentaient à eux seuls près de 20% de la production industrielle nationale. Ils sont désormais propriétés de l'État burkinabé. La logique du gouvernement était limpide. Si une compagnie étrangère veut se retirer, l'État décide de ce qu'il advient des actifs sur son sol. Ils ne se transmettent pas d'un opérateur étranger à un autre pendant que le pays hôte assiste à la transaction en spectateur. La troisième rupture, et c'est celle qui mérite le plus d'attention, c'est la mine de Kiaka. Cette mine, située dans la région du centre-est, s'étend sur environ 54 km². Elle est entrée en production en juin 2025 et devrait produire autour de 234 000 onces d'or par an pendant 20 ans. Un temps de revenus. L'État burkinabé vient d'acquérir 40% de cette mine pour environ 125 millions de dollars, pas par confiscation, par achat. Avec ses propres fonds, l'entreprise australienne qui l'opère conserve 60% et le contrôle opérationnel. Mais 40% des revenus sur 20 ans iront directement dans les caisses burkinabé. C'est ça, la souveraineté minière dans les actes, pas dans les slogans. Et maintenant vient la question qui dépasse le secteur minier. Qu'est-ce qu'un gouvernement africain décide de faire avec 1,4 milliard de dollars de recettes aurifères? Parce que c'est là que le Burkina Faso fait quelque chose que le continent n'a pas encore vu à cette échelle. Il prend cet argent et il le retourne vers la terre. Pas la terre de la mine, la terre des champs. En mai 2024, le président de la transition distribue personnellement des équipements agropastoraux à travers le pays. Tracteurs, motopompes, tillers, intrants agricoles, motos pour les agents de vulgarisation. Le coût de cette seule opération, 78 milliards de francs CFA, soit environ 130 millions de dollars. Ce n'est pas de l'aide internationale. Ce n'est pas un prêt de la Banque mondiale. C'est de l'or burkinabé qui devient du blé burkinabé, de la tomate burkinabé, du sorgho burkinabé. Les programmes qui encadrent cette initiative portent des noms techniques,
Mais leur ambition est historique. Mécaniser une agriculture qui jusqu'il y a peu était couverte à moins d'un tiers. Le pays compte environ 1,4 million de familles paysannes. Avant ces investissements, seuls 27 à 32% du secteur agricole bénéficiaient d'une forme de mécanisation. Des ingénieurs agronomes, longtemps assis dans des bureaux climatisés à Ouagadougou, ont été redéployés sur le terrain, dans les provinces, au contact des producteurs. Les résultats commencent à apparaître dans des secteurs précis. La production de concentré de tomates en est l'exemple le plus parlant. Avant, les agriculteurs burkinabés produisaient des tomates qui pourrissaient faute de débouchés locaux. Le pays importait massivement ce qu'il aurait pu transformer lui-même. Aujourd'hui, une chaîne de transformation industrielle locale est en marche et les importations reculent dans ce segment. Ce n'est pas anecdotique. C'est le début d'une logique de substitution aux importations qui, si elle tient, peut restructurer toute l'économie agricole. À cela s'ajoute la question du stockage. Un pays qui ne peut pas conserver sa récolte reste dépendant de ceux qui contrôlent le prochain convoi. Des infrastructures de silos industriels sont en construction pour répondre à cette réalité. L'objectif est simple, garder le grain, contrôler la chaîne, ne plus être otage des marchés internationaux pour nourrir sa propre population. Dans son discours de fin d'année 2025, le président de la transition a affirmé que le Burkina Faso avait atteint l'autosuffisance alimentaire dans les cultures vivrières stratégiques. Cette affirmation n'a pas encore été vérifiée de manière indépendante. Et il faut le dire clairement. L'autosuffisance dans certaines cultures n'est pas la même chose que l'autosuffisance alimentaire totale. La nuance est importante. Mais les mécanismes qui soutiennent cette affirmation, la mécanisation, la redistribution des semences, les subventions ciblées, les campagnes de production coordonnées, sont eux bien documentés. Et les résultats sur le terrain, dans les zones sécurisées, sont réels. Parce qu'il faut aborder ce point avec honnêteté. Il existe une autre réalité au Burkina Faso, et elle ne peut pas être effacée par les chiffres de production aurifères. Les données des agences humanitaires font état de 2,8 millions de personnes qui ont besoin d'une assistance alimentaire. Des millions de déplacés internes. Des zones où des groupes armés ont rendu toute activité agricole impossible depuis des années. Dans certaines localités du Nord, la situation humanitaire est catastrophique. Des familles qui survivent avec ce que la brousse peut offrir. Ce sont des faits. Mais voici ce que les médias dominants, occidentaux en particulier, refusent systématiquement d'articuler. La crise humanitaire et les progrès agricoles ne se produisent pas aux mêmes endroits. Les 2,8 millions de personnes en difficulté sont massivement concentrées dans des zones où l'État burkinabé n'exerce pas encore un contrôle territorial effectif. Des zones où les groupes armés ont délibérément détruit les infrastructures agricoles, les puits, les routes, les marchés. Les gains en matière de production vivrière, eux, sont enregistrés dans les zones stabilisées, là où la présence de l'État permet aux agriculteurs de produire, de stocker et de vendre. Traiter ces deux réalités comme si elles se contredisaient, c'est soit de l'ignorance, soit de la manipulation. Une analyse sérieuse doit les placer dans leur contexte géographique et militaire respectif. La question n'est pas « comment peut-on parler de souveraineté alimentaire quand des gens meurent de faim ?» La vraie question est « comment un État en guerre contre des groupes armés soutenus de l'extérieur parvient-il simultanément à augmenter sa production agricole, à nationaliser ses mines, à investir dans ses infrastructures rurales et à réduire sa dépendance aux importations? Comment un État en guerre contre des groupes armés soutenus de l'extérieur parvient-il simultanément à augmenter sa production agricole, à nationaliser ses mines, à investir dans ses infrastructures rurales et à réduire sa dépendance aux importations? C'est une question bien plus inconfortable pour certains. Et les investissements ne s'arrêtent pas à l'agriculture. En 2025, 160 000 nouveaux ménages ont été raccordés au réseau électrique national. 131 localités ont reçu de l'électricité pour la première fois. Plus de 165 km de lignes de transport et 500 km de lignes de distribution basse tension ont été installés. Des marchés, des écoles, des infrastructures routières sortent de terre dans plusieurs provinces. Ce sont les dividendes concrets d'une politique de réappropriation des ressources. Pas de l'idéologie, de la politique publique. Ce modèle MINS contrôlé par l'État, revenu réorienté vers la production locale, chaîne de valeur construite de l'intérieur, n'est pas uniquement burkinabé. Il se discute à Bamako, à Niamey,
à Dar es Salaam. Le Mali a récupéré plus d'1 milliard de dollars auprès de compagnies minières. La Tanzanie a imposé 97% d'emplois locaux et des chaînes d'approvisionnement entièrement nationales dans plus de 20 catégories industrielles. Le Ghana renégocie ses accords miniers avec une exigence de contenu local renforcée. Le Niger conditionne ses permis miniers à des obligations d'infrastructure. Et tout cela se passe dans un contexte où le cours de l'or dépasse 2000 $ l'once de manière durable. Ce n'est pas un détail, c'est le moment. Quand l'or vaut ce qu'il vaut aujourd'hui, être actionnaire d'une mine vaut infiniment plus que de percevoir une redevance symbolique sur la production de quelqu'un d'autre. La logique de la participation actionnariale remplace celle du simple droit minier. Et cette logique, une fois qu'elle commence à se diffuser, devient difficile à arrêter. Alors la question finale que je veux vous poser n'est pas de savoir si Ibrahim Traoré est un héros ou un autocrate. Ce n'est pas le bon prisme. La vraie question, c'est celle-ci. Quand un pays africain décide de produire un record de 94 tonnes d'or, de nationaliser ses principales mines, d'acheter une participation dans sa mine phare avec ses propres fonds et de réinjecter 130 millions de dollars dans la mécanisation agricole, tout ça en 2 ans. Est-ce que le monde qui l'observe le fait avec curiosité ou avec inquiétude? Parce que si ce modèle fonctionne, si les silos se remplissent, si les champs produisent, si l'électricité arrive dans les villages, si les recettes minières restent au pays, alors la question que se poseront d'autres capitales africaines ne sera plus est-ce possible? Mais pourquoi ne l'avons-nous pas fait avant? Et ça, certains préfèrent vraiment que vous n'y pensiez pas. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, partagez-la autour de vous. Laissez un commentaire, je lis chaque message. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien manquer. La souveraineté de l'information